Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Vous avez été nombreux à vous inscrire aujourd'hui, je vous en remercie. Félicitations les internautes, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème: comment investir dans l'immobilier en France depuis l'étranger. Je suis avec Audrey Marigliano, qui est la directrice immobilier et crédit du groupe Cristal Finance. Bonjour Audrey. Et on attend Stéphane Battistella, qui est le directeur commercial de Cristal Finance, qui a des petits problèmes de connexion. Donc, j'espère qu'on devrait le retrouver dans pas trop longtemps. Voilà, donc on va démarrer le webinaire. On avait un petit peu de retard, donc désolé à tous, mais surtout, c'est un plaisir de vous voir. Donc, le webinaire va durer à peu près 1 heure. Le but, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions. C'est le plus important. Il y a un petit onglet questions qui est en bas à droite avec un petit... donc, vous ne pouvez pas le rater, avec marqué poser une nouvelle question. Donc là, vous voyez, je vais vous mettre un petit bonjour. Donc, hop, c'est comme si c'était une question. Et bien voilà, donc du coup, vous pouvez évidemment poser vos questions. Puis faites-nous déjà un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie, c'est le soir pour vous? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que c'est le matin pour vous sur le continent américain? Saluez-nous, dites-nous où vous êtes. Puis comme ça, on verra si le petit chat fonctionne bien avec poser une nouvelle question. Donc, on vous attend nombreux. Le but, c'est, voilà, donc on a Marie-Pierre qui est à Londres. Oui, il fait beau. Bravo Marie-Pierre, vous avez... Tant mieux, profitez du soleil londonien. Donc voilà, on est à peu près 1 heure ensemble. Donc évidemment, posez vraiment bien toutes vos questions. Audrey et tout à l'heure Stéphane seront avec nous pour répondre à tout sur cette thématique de l'investissement immobilier en France depuis l'étranger. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible également en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, puisqu'on est parti pour à peu près 1 heure, sachez que 5 minutes après la fin du webinaire, vous recevrez un mail avec le lien. Donc, voilà, vous pourrez consulter ce que vous avez raté. Et aussi, évidemment, vous pourrez le faire connaître et le faire savoir à tous vos connaissances, vos amis, vos collègues qui pourraient être intéressés par le sujet. Donc, voilà, Audrey, je vais te laisser te présenter en quelques mots, en espérant qu'on puisse avoir aussi Stéphane dans un petit moment. Oui. Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie, Hervé, de faire ce webinaire avec toi. Et puis, j'ai toujours plaisir à voir salutations viennoises, Nouvelle-Zélande, Dakar. Donc, c'est génial de voyager un peu à distance avec vous. Donc, moi, je suis Audrey Marigliano et effectivement, je dirige toutes les activités immobilières et crédits du groupe Cristal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon métier, c'est de sourcer des investissements immobiliers et de vous accompagner pour que ça se passe bien. Ça veut dire aussi bien au moment où il va falloir chercher le bien, aussi bien où il va falloir trouver un financement, ensuite le gérer. Et mon métier, c'est de travailler l'immobilier sur le territoire français. Voilà, en quelques mots. Et ça fait une quinzaine d'années que j'officie au sein du groupe Cristal. Super, très bien. Peut-être, Audrey, tu peux nous parler en quelques mots du groupe Cristal. Alors, je sais qu'il est très connu, évidemment, des Français de l'étranger, de nos lecteurs français expatriés. Vous êtes des partenaires du Petit Journal depuis longtemps, mais peut-être juste pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pour redéfinir un petit peu plus exactement quel service vous apportez, ce que vous faites. Bien sûr, avec plaisir. Alors, le groupe Cristal, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 30 ans par deux associés qui étaient à l'époque au Gabon, en Afrique, et qui avaient le souhait d'accompagner en matière de gestion de patrimoine les Français de l'étranger. Donc, on pense bien sûr au statut d'expatrié, mais plus globalement, les Français non résidents. C'est une belle entreprise que maintenant, on est un groupe constitué de 300 personnes et on a maintenant une douzaine d'implantations partout dans le monde, on va dire dans des continents assez variés. Effectivement, que ce soit, on va penser à la Polynésie, on va penser à l'Asie, bien sûr, on va penser à l'Europe aussi, l'Afrique, bien entendu. Donc, on a beaucoup d'implantations internationales avec des bureaux, bien sûr, et sinon des mandataires en local dans différents pays. Et on a une vingtaine d'implantations aussi en métropole française, puisque nous avons des agences via des opérations de croissance externe du groupe qui nous ont permis d'atteindre cette taille de 300 personnes. On a aussi des agences qui sont en France. Et effectivement, partout, on déploie cette même envie d'accompagner les clients dans vraiment la constitution d'un patrimoine, dans des conseils qui peuvent être aussi bien sur le patrimoine individuel que dans le cadre de gestion d'entreprise. Donc, on fait vraiment cette approche globale du groupe. C'est vraiment une caractéristique chez nous, c'est qu'on a un conseil qui est assez poussé et puis qu'on vous écoute, en fait, on écoute vos objectifs et on connaît les problématiques, bien sûr, très particulières des expatriés.
Parfait, bah, ça tombe bien parce que effectivement, comme tu le disais Audrey, on a Pini pardon, qui est à Vienne, Valentin qui est en Nouvelle-Zélande, Olivier à Dakar, Anna à Nice, Dorothée à Madrid, Marie-Pierre à Londres. Bonjour à tous, coucou à tous. Ça fait voilà. Donc du coup, on va vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc posez bien vos questions, hein, c'est important. Vous avez la chance d'avoir Audrey avec nous pendant 1 heure. Donc tous les sujets, toutes les interrogations que vous pouvez avoir autour de vos projets d'investissement immobilier, c'est le moment évidemment d'en profiter et de poser toutes vos questions. Moi, je vais peut-être démarrer, Audrey, avec une question un petit peu d'ordre un petit peu général, qui est quel est l'état du marché immobilier aujourd'hui en France et est-ce que c'est vraiment le bon moment d'investir? On sort de la crise Covid, on a aujourd'hui malheureusement la crise ukrainienne. Quelle est un peu ta vision sur ce marché que tu connais bien? Alors moi, j'ai toujours un préambule à dire parce que j'adore la macro immobilière, la macro en général, la macro immo. Le premier préambule que j'ai toujours, c'est de rappeler qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais des marchés immobiliers. Et donc, il faut faire attention quand on voit ces grandes statistiques immobilières affichées, alors même avec des sources qui sont de facto très importantes, comme les notaires ou des choses comme ça. Il n'y a pas un marché, mais des marchés immobiliers, donc on garde ça un peu dans notre esprit. Après, si je dois quand même donner mon avis sur le marché aujourd'hui, on rappelle quand même que le marché immobilier, en France, c'est un marché qui, depuis 2019, a passé un cap en termes de volume de transactions, puisqu'on a passé le cap du million de transactions. L'année 2021, c'était une année qui était particulière, puisqu'on avait 1,2 million de transactions, donc un gros cap supplémentaire passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Français ont, dans leur globalité, accéléré, concrétisé, voire anticipé même leurs projets immobiliers. En 2022, je dirais que là, les volumes sont toujours dynamiques, mais on a une progression annuelle qui ressemble plus à ce qu'on avait sur un marché avant Covid. Preuve que c'est un marché qui va revenir sur une activité classique, sagement mais sûrement, à mon avis, autour du million de transactions, ce qui reste quand même assez significatif. Et puis, on a aussi la nature des transactions qui ont évolué quand même depuis les deux dernières années. Et puis, bien sûr, on parle toujours des prix, parce que ça nous intéresse, les prix sur le marché immobilier. Et là, ma recommandation, pareil, c'est toujours regarder les évolutions plutôt à long terme. On parle d'immobilier, on ne parle pas de fonds qui vont se valoriser tous les jours ou toutes les semaines. Donc, idéalement, on essaye d'avoir un esprit critique sur une analyse plutôt autour de 5, voire 10 ans. Parce que le marché immobilier, en plus, peut être long à digérer des différents événements. La particularité, là, avec l'impact Covid, c'est qu'à mon sens, on peut quand même regarder certaines tendances qui peuvent se distinguer quand on regarde sur les 12 derniers mois, sur l'année précédente. Et là, par exemple, sur l'année précédente, on voit des grosses disparités dans le marché sur les hausses. Donc, tous les marchés, globalement, sont en hausse en 2021 de 7%. Sur les 5 dernières années, en gros, on avait une période où on était plutôt autour de 3% de revalorisation moyenne sur le marché immobilier. Là, on est plutôt à 7% sur la France entière. Mais la réalité, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un marché, mais des marchés. La réalité, c'est que sur les 12 derniers mois, en fait, en Île-de-France, on est plutôt à une augmentation de 3%, ce qu'on avait l'habitude de vivre sur le marché avant Covid. Alors qu'en province, on est sur des augmentations à presque 10%. De la même façon, les appartements aujourd'hui sont sur des hausses entre 3 et 5%, alors que les maisons à plus de 9%. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui est hyper dynamique. Et pour autant, on est obligé, quand on parle d'analyse IMO, d'avoir aussi à l'esprit ces facteurs exogènes qui ne viennent pas directement du produit immobilier, mais de son environnement. Et là, bien sûr, on pense tous à l'inflation, aujourd'hui qui est très élevée, où on a des scénarios dégradés avec des scénarios d'inflation en France à plus de 4%. Et nécessairement, on se dit que l'inflation, ça pourrait altérer la demande puisque ça va toucher potentiellement le reste à vivre des potentiels acquéreurs. Donc, moi, ce que je me dis sur le marché immobilier, c'est que c'est un marché immobilier qui a des ancrages qui sont profondément positifs. On reste sur des actifs tangibles, on reste sur des métropoles qui sont attractives. Et donc, par contre, il faut être capable d'avoir à l'esprit le schéma, globalement les facteurs exogènes. Mais vous savez, ce que je pense, c'est que la réalité, c'est que tout ça ne fait que renforcer finalement la notion de pierre un peu sécurité et d'investissement comme ça que constitue la pierre. Bien sûr, merci Audrey. Alors, je suis heureux, on a retrouvé Stéphane. Super, c'est une bonne nouvelle. Donc, Stéphane Battistella, qui est le directeur commercial de Crystal Finance, je crois, qui est à Singapour aujourd'hui. Donc, merci Stéphane et content de te retrouver. Est-ce que déjà tu nous entends bien? Et je vais peut-être te laisser quelques mots pour te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais chez Crystal. Bon, bonjour Audrey, bonjour Hervé, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard. Donc, je suis Stéphane Battistella. Donc, moi, je suis expatrié depuis une vingtaine d'années. J'habite aux Émirats Arabes Unis. Là, je suis en visite en Asie
puisque pour ceux d'entre vous qui nous écoutez depuis l'international, que ce soit l'Europe, le Moyen-Orient, peut-être l'Asie, eh bien, vous êtes plus de 3 millions à vivre à l'étranger, 3 millions à vous poser des questions pour votre retraite, pour vos projets de famille. Et on sort, en tout cas là, ici à Singapour, de la sortie de Covid. Hong Kong est encore difficile, le reste de l'Asie est très confiné, et je suis bien au courant de la situation en Europe. Donc voilà, le groupe Cristal, pour le présenter rapidement, depuis 30 ans, est aux côtés des Français, des francophones. On dit plus des non-résidents que des expatriés, puisque derrière le terme de non-résidents, ce sont des gens qui sont partis pour des grands groupes, parfois pour des plus petits groupes. Ils sont passés en contrat local. On voit de plus en plus de jeunes, des jeunes actifs de 25 à 30 ans, qui démarrent l'international dès leur premier job, qui n'attendent pas forcément l'expatriation pour partir. Donc depuis 30 ans, voilà, on vit aux côtés des Français de l'étranger sur de nombreux sujets patrimoniaux. On pense à la retraite, on pense à ses enfants quand on veut préparer leurs études. Mais je crois que le sujet de la retraite est, comme l'a dit aussi Audrey à l'instant, dans un contexte d'inflation. Tu as parlé de 4-5%. À l'international, 4-5%, mais c'est plutôt 2 fois plus. Et clairement, l'immobilier, le sujet d'aujourd'hui, vous êtes nombreux depuis longtemps à faire appel à Cristal, que ce soit pour l'immobilier d'investissement, de l'immobilier locatif, de l'immobilier de rapport, et peut-être aussi, pour compléter ce que tu disais Audrey, plus que jamais, le bon immobilier au bon moment sur le bon sujet. Et on voit régulièrement des clients qui parfois voudraient combiner l'investissement locatif et une maison de vacances et une future résidence principale. Je pense que c'est important de bien définir le projet, bien comprendre, éviter de faire et défaire. Tu as dit Audrey qu'on s'inscrivait sur du temps long. Je crois que 5 à 10 ans est vraiment un minimum. On sait que c'est plutôt pour des durées plus longues. Et c'est bâtir et construire dans la durée. Voilà ce que je peux dire en préambule, à un moment où beaucoup sont inquiets un petit peu dans la tempête, dans cette sortie de crise sanitaire. Mais j'ai envie de dire, depuis 25 ou 30 ans, des crises en remplacent d'autres. Les expatriés, les résidents français le savent de longue date. Et souvent, attendre n'est pas forcément la meilleure des choses. C'est bien définir son projet, bien comprendre, et puis après se lancer dans une feuille de route et la déployer. Et aujourd'hui, sur le thème de l'investissement locatif, qui est plus que jamais au cœur de l'actualité. Alors justement, Stéphane, moi j'ai une question, ce qui est en fait, pourquoi, parce que tu connais bien, toi-même tu es un Français de l'étranger, tu les connais par cœur, pourquoi finalement on a intérêt à investir plus en France que dans son pays de résidence ou dans un autre pays? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a intérêt plus à investir en France? Quels sont les atouts finalement d'un investissement en France? Alors, outre l'aspect émotionnel, affectif que l'on a tous, et je pense que dans tout marché, là je suis à Singapour depuis le début de la semaine, les locaux me parlent de l'immobilier à Singapour, ils le connaissent, c'est tangible, ça les rassure, comme l'a dit Audrey, cet investissement Pierre Sécurité, et je crois que tout le monde l'a. Donc bien sûr, l'aspect affectif qu'on peut avoir, acheter son logement, donc souvent dans beaucoup de sens, ça peut être un investissement plaisir, et aujourd'hui, voilà, outre le côté rassurant, le côté qui bâtir des revenus, donc bâtir des revenus qu'on appelle passifs. Nous, on appelle ça des revenus de substitution. On ne sera pas expatrié toute sa vie, on ne sera peut-être pas forcément salarié. On a différents projets. Clairement, la retraite, alors derrière le mot retraite, moi j'entends le mot rente. Eh bien, même quand on a bâti une carrière à l'international, la retraite légale, quand on a une, peut ne pas suffire. A fortiori, un jeune actif qui part à l'international ne compte pas sur la retraite légale, mais il ne compte que sur lui-même. Alors, il peut diversifier un certain nombre de sujets, mais l'immobilier, pour se bâtir des revenus, quelque chose qui nous vient naturellement, on l'a reçu dans notre éducation, dans nos familles, dans nos proches. Donc là, c'est très clair. 2, le phénomène d'inflation. Tu le disais, Audrey, on reparle d'inflation un peu plus depuis un mois ou deux. Croyez-moi, à l'international, on rêverait de n'avoir que 4 à 5% d'inflation et, à mon avis, les chiffres sont même plus élevés. Là aussi, l'immobilier peut être une manière de préserver la valeur de son patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille avoir que de l'immobilier, mais le bon immobilier pour le bon usage au bon moment, j'insiste, on n'est pas là pour faire et défaire. Alors, différentes générations l'ont fait. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour préparer les 15-20 prochaines années, ça peut être des mécanismes, des outils peut-être un peu différents que ce qu'ont fait nos parents ou nos grands-parents, même si l'immobilier reste toujours très, très, très proche. Après, dernier élément, se bâtir aussi un revenu, une rente dans une devise. Ici, les devises varient énormément. J'habite aux Émirats Arabes Unis, le dirham contre l'euro varie entre 3,80 et 6. Et l'immobilier est immobile. J'achète de l'immobilier en France, je suis exposé à de l'euro. Et au-delà de l'affectif qu'on peut avoir, nos clients, tôt ou tard, reviendront soit pour leur carrière professionnelle, soit pour des séjours temporaires, soit au moment de la retraite, soit vont continuer d'avoir besoin de consommer en France ou en Europe. Donc, me bâtir de l'immobilier en France pour me bâtir une rente là où j'ai besoin, il ne s'agit pas de spéculer sur des devises, mais bien bâtir un revenu futur
par rapport à mes dépenses futures, que ce soit pour ma retraite, même si aujourd'hui, je peux être à l'international ou en France. Peut-être que je vais partir, peut-être que je vais revenir. Et là aussi, la France, c'est un marché stable, mature, sur lequel on a du recul. Regardez l'immobilier commercial, beaucoup avaient des doutes, mais finalement, tout ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Donc l'immobilier en France a toute sa place pour des non-résidents français, à commencer par les étrangers. Les étrangers investissent en Europe, investissent en France de longue date, aussi pour sa stabilité, sa pérennité, au-delà du côté affectif et de la beauté de notre pays. Et puis, il y a quelque chose pour compléter les propos de Stéphane qui est assez intéressant. Moi, c'est une idée reçue contre laquelle j'aime bien lutter. Parce qu'en fait, souvent, on pense qu'en France, la fiscalité est très confiscatoire. Et en fait, si ça peut être vrai pour les revenus des personnes physiques, si ça peut être vrai pour les revenus de notre activité, la réalité, c'est qu'en France, il y a quand même quelques spécificités sur la fiscalité immobilière qui peuvent être, quand on les connaît, finalement, assez attractives et vous permettre, dans certains cas, en fait, de quasiment générer une rente sur laquelle vous avez très peu fiscalité. Donc voilà, il y a quand même des petites astuces en France aussi qu'on peut aller chercher et qui vont lutter un peu contre cette idée reçue de fiscalité importante. On reviendra sur la question de la fiscalité et sur les dispositifs. Je pense que c'est important. Et effectivement, la fiscalité est un des avantages dans l'investissement immobilier pour un expatrié à choisir la France. Allez, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. On a la chance d'avoir Audrey et Stéphane encore au moins 3 quarts d'heure sur ce sujet. Donc, vous avez certainement des projets, des questions, des interrogations. C'est le moment soyez pas timide, c'est le moment de poser vos questions. Peut-être, Hervé, oui, bien si sûr. je peux me permettre en complément aussi, il y a un élément qui me vient naturellement à l'esprit. Alors, je crois que pour les jeunes générations, mais de tout âge, l'immobilier en France, souvent, on n'achète pas cash, on fait un crédit. Croyez-moi, je suis à l'international depuis 20 ans. Quand j'explique qu'on peut s'endetter dans un pays à des taux fixes, qui ne sont pas tout à fait à zéro, mais qui ne sont pas tout à fait à 5 ou 6%, qui peuvent être de l'ordre de 1, 1,5, les étrangers ne me croient pas. Ils me disent c'est pas possible. En Asie, le taux fixe, c'est au mieux pour 3 mois, peut-être 6 mois, 1 an ou 2, mais après, on passe sur un taux variable. Alors, un taux fixe, malheureusement aussi bas, mais les taux font qu'aujourd'hui, explique aussi certainement le soutien de l'immobilier, et pouvoir faire du crédit dans un pays stable pour acheter du bon immobilier, qui va être soit un immobilier de rapport ou avec. Le crédit est aussi un élément, et là aussi, on a des conditions en France qui sont assez exceptionnelles. Et souvent, il faut passer par des banques locales pour faire le bon financement. Et le crédit est un facteur de soutien et bien établi. Et là aussi, on entend trop de la part de nos clients au contact qu'on ne peut pas financer de l'immobilier à crédit quand on est non-résident. C'est faux, c'est plus compliqué, c'est un savoir-faire. Mais là aussi, on fait 25 ans que nous faisons des crédits pour les non-résidents. Alors là aussi, ça doit bien être expliqué, bien appréhendé. Mais il y a trop d'idées reçues qui souvent sont fausses. Et ça aussi, je voulais passer ce message. Oui, bien sûr. Et justement, à propos parce que là, tu parles du crédit, Stéphane. Est-ce que, là, on voit que les taux commencent à remonter. Alors, est-ce que, justement, c'est le moment de se positionner? Est-ce qu'ils vont continuer à monter et du coup, il ne faut pas trop tarder? Ou quelle est votre vision sur ce sujet? Alors, Audrey, je ne sais pas si tu veux donner quelques éléments. Oui, alors en fonction de l'heure où vous êtes, ne le prenez pas mal, mais l'immobilier, c'est comme le champagne, c'est toujours une bonne idée. C'est-à-dire que c'est un prérequis, c'est que déjà, par définition, investissez, c'est toujours le bon moment. Pour le crédit, aujourd'hui, tout à fait d'accord avec toi, Hervé, on voit bien une remontée des taux. Par contre, quand je la mets en parallèle avec ce qu'on connaît en niveau d'inflation et le niveau des taux que vient d'évoquer Stéphane, on est encore sur des niveaux qui sont hyper incitatifs pour investir. Et aujourd'hui, ce qui est aussi rassurant, c'est qu'on a de la visibilité grâce à nos institutions mondiales et européennes qui nous en donnent sur le fait que les remontées des taux sont encadrées et que, oui, très probablement, vu le niveau où on était, de toute façon, il ne pouvait y avoir qu'une remontée, basiquement. Mais si remonte, donc va y avoir une remontée, mais elle va être encadrée et douce. Ce qui pourrait être problématique, c'est une remontée très brusque qui résonnerait et qui gèlerait finalement certaines transactions, certains déploiements de crédit. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est encore sur des taux qui sont hyper incitatifs. Et je rajouterais que, voilà, certes, ils augmentent. Peut-être qu'ils vont passer de 1,5, de 1,5 à 2. Donc oui, ça peut sembler important en relatif, mais dans l'absolu, mes cheveux blancs me trahissent, mais il y a une vingtaine d'années, on s'endettait à 15% avec une inflation à 15%. Donc des taux à 2, je suis un peu provocateur, restent attractifs. Ce n'est pas le sujet des taux qui doit faire que je me précipite, encore une fois. Oui, il y a cette remontée des taux. Ceux qui attendaient le plus bas du plus bas, c'est un peu comme les investissements financiers, où on veut investir au plus bas pour vendre au plus haut, ça ne marche jamais comme ça. Et a fortiori pour l'immobilier.
Donc, je serais même un peu provocateur, mais les taux, on aimerait, s'ils remontaient davantage, ça veut dire qu'il y a de la croissance et qu'on peut le supporter. Donc, aujourd'hui, même des taux qui sont un peu élevés, et on l'entend de la part de beaucoup de nos clients qui veulent en profiter. Alors, ils ont raison par rapport au niveau des taux qui restent bas, mais ils restent bas dans l'absolu. Et voilà, il n'y a pas encore si longtemps, on s'endettait entre 5 et 10%. Peut-être que ceux qui ont moins de 40 ans ici l'ont oublié. Mais voilà, il faut aussi prendre un peu de recul, surtout sur ce temps long. Donc, les taux restent très attractifs et il ne faut pas s'enfermer juste sur un taux seul. Allez, on va prendre une première question d'un internaute, Pini, je ne sais pas, Pini, si c'est une lectrice ou un lecteur. Alors, elle demande ou il demande, est-il possible de participer et créer une SCI en résidant à l'étranger dans l'Union européenne? Faut-il qu'au moins un des sociétaires soit résident en France? C'est une question technique et peut-être vous pouvez nous reparler peut-être un petit peu du véhicule qui est une SCI pour nos autres internautes. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, je vous laisse. Vas-y, Stéphane. Vas-y, Stéphane. Eh bien, la SCI, c'est un véhicule qu'on entend très souvent. C'est une société civile d'immobilier. Donc, c'est une société, on parle de personne morale dans notre jargon, qui est souvent connue dans les familles, qui peut être un outil pour avoir de l'immobilier en famille, parfois avec des enfants. Alors après, on fait appel à des questions de, je ne sais pas, pour l'internaute, si on est marié, si on a des enfants. Il y a beaucoup d'idées reçues, souvent des idées qui sont fausses. Faire une SCI pour la fiscalité, non. Ça, ce n'est certainement pas le sujet. La SCI peut être tout à fait pertinente. Et derrière, pour répondre précisément à la question, bien sûr qu'un non-résident qui n'est pas résident en France peut avoir une SCI de droit, la société est de droit français. Mais ses associés, ses actionnaires, les porteurs de parts peuvent ne pas être résidents en France. Les étrangers utilisent souvent la SCI pour acheter du patrimoine dans notre pays. A fortiori, les Français ont tout à fait le droit d'utiliser la SCI, même quand ils ne sont pas résidents en France. Après, attention aux réflexes fiscaux qui sont souvent erronés. Il faut bien voir quel est l'objectif. Est-ce que je veux l'habiter? Est-ce que je veux louer? Est-ce que je veux des revenus? Est-ce que je vise de la plus-value? Est-ce que je veux les 5 à la fois, comme on l'entend souvent? Et là aussi, le mode de détention de cet immobilier est très important. Donc la question est très pertinente. Parce que là aussi, faire et défaire, ça coûte un peu d'argent. Et c'est souvent une dimension qu'on regarde un peu moins, qu'on soit expatrié ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, on peut bien sûr faire une SCI quand on est non-résident à l'étranger. Les étrangers le font de longue date. Alors justement, Audrey, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on est au démarrage de son projet, quand on dit tiens, j'aimerais bien investir, j'aimerais bien acquérir un bien, j'ai telle épargne par exemple. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors, on en a formulé déjà quelques-unes parce que la première question, c'est vraiment ce que Stéphane vient de dire, c'est quel est mon objectif? Quel est mon objectif? Quel horizon je me fixe? Quel budget je suis prêt à y consacrer? Et je vais me questionner aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à vraiment positionner cet investissement dans ma situation patrimoniale globale. Comment je vais l'acquérir? On vient d'en parler. Il y a une SCI, il y a un autre type de société en direct. Comment je vais le financer? En cash, en crédit? Et puis, globalement, est-ce que je suis bien accompagnée? Est-ce que j'ai un notaire? Est-ce que j'ai un bon conseiller? Est-ce que j'ai un courtier en crédit? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions à se poser pour pouvoir imaginer ça. Mais vraiment, le meilleur conseil là-dedans, c'est quoi mon objectif quand je vais faire cet investissement? Parce qu'on peut, et nous, c'est ce qu'on aime bien aussi quand on travaille le patrimoine avec nos clients, en fait, on va imaginer différents objectifs et en fait, on va répondre, même si ces objectifs sont différents, avec des poches différentes. Je ne vais pas du tout répondre de la même façon à quelqu'un qui me dit moi, je veux me constituer un patrimoine immobilier, mais je veux zéro fiscalité dessus et puis je n'ai pas besoin de revenus complémentaires, à quelqu'un qui me dit au contraire, moi, j'ai besoin de revenus complémentaires dès maintenant, avec peu de fiscalité. On définit son objectif, on définit ses horizons d'investissement et c'est ça qui va vraiment faire en sorte que notre investissement soit pertinent. Bien sûr. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions avec le petit onglet questions en bas à droite. Posez une nouvelle question. Stéphane, je me demandais, moi, quels étaient les critères à prendre en compte quand on veut choisir finalement un type de bien, un emplacement. Est-ce que finalement, il faut privilégier de l'ancien dans du centre-ville ou est-ce qu'il faut privilégier plutôt du neuf en périphérie, du saisonnier, du bord de mer? Bon, j'imagine qu'il y en a pour tout le monde, mais comment vous orientez un peu vos clients par rapport à ce type de choix? Alors, je vais à nouveau rebondir sur ce que vient de dire Audrey, mais trop souvent, les clients nous appellent en voulant le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire, je veux de l'immobilier pas cher, qui va s'apprécier, où j'irai passer mes vacances, en attendant de l'habiter un jour et qui me paiera des fortunes de loyer. La réalité, c'est que, et encore une fois, tout ça est tout à fait louable, mais c'est rare de faire et de la plus-value, et du rendement, et ma future maison. Donc voilà, il faut tout à fait assumer, dissocier l'affectif, mais l'affectif est inévitable dans l'immobilier.
La plupart de nos clients nous disent j'ai besoin de générer un jour, à un horizon 5, 10, 15, 20 ans, tel revenu. Alors, le revenu seul, c'est tel pouvoir d'achat. C'est ce pourquoi nous rémunèrent nos clients. C'est bâtir, construire, organiser. Donc, dans les questions qu'on doit se poser, c'est déjà éviter l'affectif. Trop souvent, des clients ont acheté un bien pour eux, ils en ont fait un petit bijou, ils l'ont rénové avec beaucoup de goût, ils ont dépensé énormément d'argent, et au bout d'une première location, le locataire a pu dégrader. Donc, ça les contrarie. Et puis après, ils l'avaient acheté pour eux, puis finalement, ils l'ont mis en Airbnb. Et puis quand ils ont voulu y aller, l'appartement était loué. Donc, c'est pas grave, encore une fois, mais c'était pas du tout ce qu'ils souhaitaient. Alors, on apprend en forgeant, non forgeron, mais si on pouvait gagner un peu de temps, autre chose que j'évoquais à l'instant, très souvent des clients m'appellent et me disent voilà, je viens de signer un bien, je viens de faire l'acquisition du bien de mes rêves, je veux le financer. La première question que je leur pose, mais qui l'achète? Ils me répondent souvent, ils ne comprennent pas ma question, ils disent c'est ma femme et moi. Je dis écoutez, que vous mettiez 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, savoir qui achète me semble important. Et très souvent, je leur dis, vous n'êtes pas allé chez le notaire, j'espère, parce que et souvent, ils ont signé un compromis très rapidement, mais c'est pas grave, ils ont signé un compromis, ils ont trouvé le bien qu'ils souhaitaient, mais ils ont naturellement, non pas précipité, mais ils ont oublié de s'interroger sur la sortie, quel est le but? Ont-ils des enfants? En auront-ils dans peut-être 10, 15 ou 20 ans? Et il ne s'agit pas d'être indiscret, il s'agit simplement de mettre mon patrimoine, a fortiori immobilier, au service de ma vie, de mes projets, et plutôt que l'inverse. Donc, ce sont des questions qui peuvent sembler évidentes, mais qui sont trop souvent oubliées. Alors après, on défait. Voilà, des clients qui ont accumulé beaucoup de biens et puis qui peut-être à 50, 60 ans, ils défont, ils ne les ont peut-être pas achetés de la bonne manière ou ils n'avaient pas pensé à certains sujets. Alors, il n'y a rien de grave en soi, hein, mais encore une fois, en ayant peut-être un peu posé les choses, en ayant un petit peu anticipé, on gagne tellement de temps et on bâtit plus et mieux. Sincèrement, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien et qu'on comprend parce qu'on peut être drivé, conditionné par il faut vite que je bénéficie des taux, ou je veux de la plus-value, ou j'ai cherché quelque chose pendant longtemps. S'interroger sur tout ce que je vous dis peut sembler peut-être un peu rébarbatif, et c'est pourtant ô combien essentiel. Non, je pense que… Merci Stéphane, c'est intéressant cette image du mouton à 5 pattes parce que je pense qu'effectivement, quand on veut acquérir un bien, c'est très souvent inconsciemment ce qu'on recherche, mais c'est pas ce qu'on va trouver. Donc c'est une remarque très, très intéressante, je pense, pour nos internautes. Audrey, quelles sont les typologies d'actifs à privilégier et son corollaire, c'est-à-dire finalement quel mode de location tu conseillerais? Alors, Stéphane, en complément de ce qu'il a dit, et je le rejoins sur le côté affectif, parce qu'on parlait d'emplacement quand même tout à l'heure, tu posais la question sur comment je choisis mon emplacement. Comment je vais choisir ma typologie, finalement, ça va aller un peu avec. Pourquoi? Très simplement, parce qu'en fonction de mon budget, je vais pouvoir investir soit en plein cœur de Paris, soit plutôt dans une métropole régionale de deuxième nature. Enfin voilà, donc il faut quand même avoir toujours ça à l'esprit et qu'effectivement, sur la nature empathique de l'immobilier, c'est une acquisition passion souvent. Voilà, il faut faire attention à être différencié. Mon 40 mètres carrés que je vais acheter, qui va peut-être avoir un plan où on se dit, mon Dieu, c'est pas une bonne idée, alors que je vis dans un 120 mètres carrés, forcément, on se projette. Et puis, effectivement, on va faire attention sur l'emplacement, à être en conscience par rapport au budget qu'on veut allouer. Et puis, attention quand même aussi aux réglementations locales. Et en fait, donc, pourquoi? Et donc, penser local, quand on pense à l'immobilier, c'est important. Là, tu me demandes s'il y a des typologies d'actifs à privilégier et des modes de location. Bien sûr, c'est très bête. Je vais te donner un exemple. Je sais, j'aime les grands appartements familiaux parce que je sais que c'est hyper résilient et que sur le marché, c'est liquide. Super. Mais je veux optimiser ma fiscalité. Donc, je vais mettre des meubles dedans. Mais qui, aujourd'hui, est-ce que je vais trouver des familles qui vont louer des T4, des T5 avec du mobilier? Ça va être un peu compliqué. Donc, ça veut dire que si je veux vraiment acheter du grand, il faut que je commence à penser plutôt, par exemple, colocation, co-living. Au contraire, si je veux quelque chose qui va être facile en louer, en meublé, pas forcément sur du Airbnb, mais de la location meublée longue durée, j'ai plutôt naturellement pensé à des T2. Et puis, si je veux être dans l'entretien en T3, pourquoi pas louer nu? Après, je sais que ça aura des impacts sur ma fiscalité. Donc oui, il y a des typologies d'actifs à privilégier. Tout dépend de ce qu'on veut faire et de notre budget finalement et de la ville dans laquelle on va investir. Et est-ce que, Stéphane, la recommandation, elle se tourne quand même surtout sur de l'ancien et de l'ancien avec travaux, histoire de réaliser peut-être, de valoriser son bien ou est-ce que le neuf est aussi attractif? Comme ça, encore une fois, l'ancien haussmannien dans le centre de Paris va forcément pas être au même prix que dans d'autres villes très patrimoniales. Donc, c'est peut-être pas juste le fait d'être ancien ou moderne. Encore une fois, après, certains ont leurs affinités. Ils font pour eux, certains préfèrent le neuf pour pas avoir de nuisances sonores, etc. Mais quand je fais de l'investissement locatif, il faut que j'arrive
à essayer de sortir de ce biais-là, même s'il est inévitable. Et tu as raison, Audrey, de le rappeler. On achète là où on connaît. Nos clients de Savoie ont des affinités avec la Savoie, et je pourrais continuer sur la Bretagne et ailleurs. Encore une fois, la difficulté, c'est si j'ai de l'ancien, de l'haussmannien qui n'est pas optimisé, qui est peut-être très bien pour habiter, mais en termes de location, sans parler du prix au mètre carré, je vais avoir une place perdue importante, la transformation va être très compliquée, alors j'aurai un rendement très faible. Donc si c'est le rendement qui m'intéresse, l'haussmannien n'est peut-être pas le mieux placé. Ça ne veut pas dire que l'haussmannien ne soit pas adapté ou pour y vivre ou pour avoir une préservation de valeur. Et à côté de ça, souvent, on peut regarder, moi je dis souvent à des clients, ils investissent dans des immeubles qui peut-être ils n'habiteraient pas, mais ils ont une visibilité. Ce que veulent nos clients, c'est une pérennité. Ce n'est pas juste un rendement absolu, c'est élevé. C'est un rendement qui se répète et qui dure. Si j'ai plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros dans un ou deux biens, tôt ou tard, je vais dépendre de un ou deux locataires. Et encore une fois, j'ai peut-être un très beau patrimoine, j'ai un très beau stock, mais il ne me rapporte pas. Donc, si je l'habite, c'est autre chose. Si je veux du revenu, avoir une diversité dans mes locataires, je sais que c'est une évidence, que ce soit des entreprises, de l'immobilier commercial, que ce soit de l'investissement locatif, comme l'a dit Audrey, moi, j'aime bien ne pas dépendre de 2-3 personnes. Et souvent, voilà, la concentration dans un patrimoine fait qu'on met en location la maison qu'on a habitée et qui n'est pas adaptée pour un investissement locatif. Je terminerai juste aussi dans les raisons pour investir. Très souvent, on achète pour éviter de payer un loyer, qui peut être un très bon calcul. Mais aujourd'hui, la mobilité, qu'on soit en France ou à l'international, fait que ce n'est pas évident de se projeter 10 ou 15 ans au même endroit. Alors oui, j'ai économisé un loyer, mais j'ai peut-être supporté des frais qui m'ont coûté bien plus cher. En revanche, je peux bâtir une rente, quel que soit l'endroit où j'habite, quelle que soit ma structure familiale, avoir un revenu qui tombe avec du risque, mais un risque que je comprends, aura toujours de la valeur. Donc là aussi, voilà, ce qu'ont peut-être pu faire d'autres générations n'est plus du tout en phase avec des générations plus jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, et avant tout la pérennité, la récurrence au-delà d'un chiffre absolu très attractif. Et je pense que pour nos clients, voilà, ils sont avec nous sur plusieurs décennies, dans de nombreux sujets, puisqu'on organise l'ensemble de leur patrimoine. L'immobilier est une part importante, ils ne nous ont souvent pas attendus pour en avoir. En revanche, ils vont venir chercher chez nous peut-être un immobilier de rapport dans la durée, sous différentes formes, pour compléter l'investissement affectif, plaisir. Il ne faut pas chercher la rentabilité toujours, mais quand on la cherche, il ne faut pas se tromper. Parfait, merci Stéphane. Allez, on va reprendre les questions des internautes. Les internautes, posez bien vos questions. On est à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible quelques instants après la fin du webinaire, donc dans un peu plus de 30 minutes, en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas rester encore jusqu'à la fin, écoutez, vous aurez le lien pour le voir en replay et puis évidemment aussi pour le faire connaître à vos amis. Et puis surtout, posez bien vos questions. C'est le moment, on a encore une demi-heure avec Audrey et Stéphane qui sont là pour répondre à toutes vos interrogations. On va prendre une question de Joumana qui porte sur le viager. Donc, elle demande des conseils pour l'achat de biens en viager et s'il y a des viagers non habités qu'on peut louer. Alors, je ne sais pas si Audrey ou Stéphane, vous avez un avis sur le sujet, j'imagine des compétences et des connaissances. Donc, faites-nous part de votre réponse. Alors, le viager, on peut quand même rappeler peut-être le principe pour tout le monde. Le viager, c'est que vous allez acheter un appartement qui est normalement, effectivement, comme le souligne notre interlocutrice, occupé par une personne, en fait, en général âgée. Et vous allez faire coïncider la pleine propriété de ce bien, c'est-à-dire le moment où vous allez récupérer le bien pour l'occuper, pour le louer, avec le décès de la personne occupante. Donc, ça veut dire qu'il y a un aléa dans le viager, puisque, effectivement, vous allez payer donc d'abord, effectivement, ce qu'on appelle une soulte, c'est-à-dire le fait que vous portiez acquéreur de l'appartement, et ensuite, c'est vous qui allez payer tous les mois des montants pour pouvoir conserver cette personne. Effectivement, il y a un viager qui est hyper connu en France, qui est celui de Jeanne Calment, puisque Jeanne Calment était pendant très longtemps la Française la plus âgée, et elle avait fait acheter son appartement en viager à des personnes. Voilà. Nous, le viager, il y a quelque chose qui nous dérange là-dedans et on a une autre solution alternative qu'on préfère proposer. Ce qui nous dérange dans le viager, c'est cette notion d'aléa. Bien sûr, on peut parler des aléas du marché financier. C'est vrai que le viager, il a cette caractéristique d'aléa que nous, on n'aime pas forcément. Donc, en fait, on a plutôt à cœur de proposer à nos clients des investissements en démembrement, c'est-à-dire en nue propriété. Où là, en fait, de la même façon, vous allez acheter un immobilier des côtés, parce que c'est ce que vous allez chercher souvent dans le viager, acheter des côtés. Après, il y a cet aléa de combien de temps je vais verser des pseudo-loyers. Mais je vais acheter des côtés et là, j'ai de la visibilité sur l'extinction de mon démembrement. Je connais, par exemple, quelqu'un qui dit « je vais être à la retraite dans 15 ans ». Et bien moi, je vais lui trouver un investissement qui va
le jour peut coïncider avec son départ en retraite et pouvoir, le jour où la nue propriété rejoint l'usufruit, générer des loyers, lui faire un investissement qui est liquide. Donc, du coup, effectivement, sur le principe, on est plutôt dans ce modèle-là. Et après, pour répondre vraiment à la question, est-ce qu'il y a des viagers non habités que l'on peut louer? C'est pas le modèle classique du viager. Bien sûr. Allez, on a une question de Pierre. Pardon. Oui, vas-y Stéphane. Non, vas-y. Non, juste en complément, alors l'aléa dont parle Audrey, c'est cette durée incertaine, elle est viagère, donc c'est pour une durée qu'on ne maîtrise pas. Alors c'est l'aléa qui est aussi, attention, il faut revenir sur l'esprit, le viager permet à une personne de rester chez elle et d'avoir un revenu qu'elle n'a pas par ailleurs, donc dans l'esprit ça répond à un vrai besoin. Après voilà, cet aléa fait que, il ne faut bien sûr pas souhaiter de malheur à la personne qui fait le viager. Donc voilà, cet aléa, parce que ça peut durer 3 ans ou 30 ans. Après, il y a 2 sujets. Il y a le crédit. Financer un viager est très compliqué, puisqu'une banque financée de la vie entière, elle n'aime pas. Alors, la manière d'acheter un viager, souvent, pour payer cette soulte ou ce bouquet dont on parle, eh bien, il faut souvent faire un versement un peu cash de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, je vais bloquer beaucoup de liquidités. Stéphane, qui ouais. va rester non productif, même si dans 10, 15 ou 20. Je suis désolé Stéphane, ça plante un petit peu là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, est-ce que je suis revenu? Un petit peu en coupé. Audrey, je ne sais pas si pareil, tu vois comme moi Stéphane un petit peu en… Oui, je le vois bloqué, je te confirme. C'est chez lui qu'il doit y avoir un problème. Peut-être Stéphane, tu peux te déconnecter, te reconnecter. J'espère, je pense que ça devrait marcher, ça doit venir de ta connexion. Audrey, Pierre demande quel conseil si en fait, conseillez-vous l'investissement en neuf ou en seconde main dans le LMNP? Alors peut-être que déjà avant de donner ta réponse sur le conseil, puis tu peux peut-être nous repréciser ce qu'est le LMNP pour tous nos internautes. Alors LMNP, en fait, c'est un statut, ça veut dire loueur en meublé non professionnel. Et derrière, je pense, la question de Pierre, on a différents en fait locations meublées non professionnelles. En fait, le LMNP, ça peut être aussi basique que je dispose d'un appartement, je mets du mobilier dedans. Alors, il y a quand même une liste à respecter pour avoir ce fameux statut de LMNP, qui est assez strict, qui est connu, qui est réglementaire. Et si je mets tous ces meubles dans mon appartement, je vais avoir le statut de LMNP. Ça, c'est je vais dire tout simplement le fait d'avoir une location avec un bail meublé. Et il y a aussi autre chose en France qu'on connaît très bien en location meublée non professionnelle, mais qui est associée à un bail commercial. Et là, on va parler de résidence étudiante, de résidence service senior, de résidence affaires et de résidence loisirs, par exemple. Et effectivement, sur ce marché-là, avec les baux commerciaux, on a un marché primaire ou dit secondaire, c'est-à-dire soit je l'achète neuf, soit je l'achète à la revente. Et là, en fait, la réalité, c'est que chaque opportunité est bonne à prendre si elle est bien étudiée. Je m'explique. En location meublée non professionnelle, si on est dans un schéma avec un bail commercial, ça veut dire que vous avez un exploitant en face de vous. Il faut faire attention déjà à quelle nature de résidence sur laquelle on va se positionner. Aujourd'hui, le tourisme, l'affaire peut être un peu compliquée. On sait bien que ce qui va répondre plutôt à des besoins dits générationnels, par contre, continue de bien performer. Et là, par exemple, en location meublée, pourquoi pas effectivement aller se positionner sur un bien du marché secondaire parce que je vais acheter dans une résidence qui va déjà avoir un track record, sur lequel je vais avoir du recul par rapport à la façon dont l'exploitant gère sa résidence. Parfois aussi, je vais avoir des travaux qui vont être faits ou des conditions de baux qui vont être renouvelées. Donc, pourquoi pas aller travailler sur le marché secondaire? Pour de la location bail simple en meublé, je dirais que le marché primaire ou secondaire importe peu. Tout dépend de la nature du bien que vous voulez acheter, si vraiment vous avez envie. Enfin, moi, je dirais, dans tous les cas, il va falloir envisager de faire un peu de travaux quand même. Et sur de la location meublée sans bail commercial, juste avec un bail standard en meublé, nous, travailler dans l'ancien à partir du moment où on a quand même un peu de travaux qui sont faits pour que tout simplement être attractif pour la location, ça a du sens. Très bien. Super, on a retrouvé Stéphane. J'espère que tu nous entends bien, Stéphane. Parfait. Très bien.
Allez, super. Désolé, hein, j'ai dû t'interrompre, mais parce ça coupait et on Très t'entend. bien fait. Ah oui. Est-ce que, Stéphane, j'aimerais que tu nous parles un peu, on a abordé ça au tout début du webinaire, mais pas en détail, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, pour un Français, un non-résident, est-ce que c'est facile d'obtenir un emprunt en France, et comment vous travaillez? Est-ce que vous avez des partenaires bancaires? Comment un petit peu, comment ça se passe? Alors, pour ceux qui l'ont vécu, encore une fois, c'est de plus en plus compliqué. On le vit au quotidien avec nos clients qui souvent ont des situations financières qui sont plutôt meilleures que quand ils ont démarré leur carrière. Ils ont plutôt plus d'argent, tout est réuni pour faciliter un financement. Pour autant, le fait de ne plus habiter en France, c'est bien fait que même si nous ne sommes que 3 millions de Français à l'étranger, eh bien, ça reste une toute petite partie de la population qui fait des crédits. Alors attention, un non-résident peut faire un financement, mais très souvent, il va avoir des réponses de la part de son banquier qui peuvent un peu le décevoir, c'est peu de le dire, parce que selon le pays où il habite, selon sa situation, la nature de son contrat de travail, tout le monde n'est pas expatrié avec un statut d'expatrié dans une grande entreprise. Et comme je le disais au début, on est de plus en plus en contrat local quand on n'est pas soi-même entrepreneur. Donc le financement, alors que l'argent n'a jamais été aussi peu cher, n'a jamais été aussi complexe. Pour autant, je vais donner tout sauf une réponse générique, mais ne vous arrêtez pas peut-être à un premier retour, comprenez. Typiquement, quand je vois un client qui me dit dans 6 mois, je vais changer d'employeur et je vais doubler mon salaire, c'est une très bonne nouvelle pour sa carrière, mais pour le crédit, il faudra qu'il ne soit plus en période d'essai, qu'il ait validé une certaine durée. Donc, ce n'est pas grave, ça reporte entre guillemets le crédit de 12 à 18 mois, mais il ne va pas non plus refuser une promotion parce que sa nouvelle situation va le faire changer. Inversement, j'ai été salarié pendant longtemps, je crée une entreprise, je crée beaucoup de richesses. D'un point de vue crédit, je n'ai plus la même casquette. Ce n'est pas parce que je suis moins fortuné, c'est juste que mon statut, la nature de mes revenus fait que pour mon banquier, c'est une complexité. Autre élément, je pense que beaucoup d'internautes s'en souviendront, pour faire un crédit, on doit faire ce qu'on appelle une assurance emprunteur. Une banque ne me prêtera pas 1 euro parce que si jamais je décède ou s'il m'arrive un malheur, un assureur va venir rembourser à ma place, que je sois en invalidité ou que je décède. Alors là aussi, l'intérêt de l'assureur, c'est de s'assurer que je suis finançable. Et ce sont autant de sujets qui sont des complexités. Donc que ce soit le volet crédit pur, c'est-à-dire ai-je une capacité d'endettement, suis-je finançable? Beaucoup de clients m'appellent depuis le début de l'année en me disant en janvier j'étais finançable et je ne le suis plus aujourd'hui. Et ils ne comprennent pas, alors que leur situation n'a pas changé, mais l'environnement, le pays où ils habitent, le contexte, le risque que leur banque historique veut prendre ou pas. Encore une fois, nous travaillons avec les banques depuis 25 ans, on est courtier en crédit, c'est un métier qui est là pour déjà regarder si les clients ont un financement avec leur banque, comment l'améliorer. Bien sûr, on pense au taux d'intérêt, mais combien je dois mobiliser? Ce que je disais rapidement sur le viager tout à l'heure, si je dois mettre tout mon argent, que je n'ai pas accès à la dette et que je n'ai plus cette souplesse, j'ai peut-être fait un très bon investissement, mais je le verrai dans 30 ou 40 ans. Donc le crédit est complexe, qu'on regarde le taux, qu'on regarde l'assurance emprunteur, et enfin qu'on regarde les conditions de ce crédit. Si mon banquier me dit de bloquer 100% de la somme qu'il va me prêter, c'est peut-être pas très intéressant, ou alors c'est plus vraiment un crédit. Donc là aussi, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est compliqué. Mais encore une fois, ne pas s'arrêter au premier écueil. Je vois même des clients dans des banques qui me disent qu'ils sont eux-mêmes banquiers et ils me disent je ne suis pas finançable. Je suis souvent étonné. Mais attention, je ne veux pas donner un message pessimiste. À l'international, on peut être financé, mais c'est forcément plus complexe puisque les Français de l'étranger sont quand même une minorité, même si on est de plus en plus nombreux, par rapport au dossier de crédit et aux millions de transactions qu'Audrey évoquait en début de webinaire. Allez, on a une Après, question. je vous confirme qu'on a quand même des solutions en crédit, juste pour compléter ce que dit Stéphane. Nous, on finance énormément d'expatriés. La réalité, c'est que par contre, effectivement, il faut être conscient que ça va demander de mobiliser des capitaux parce que, comme le dit justement Stéphane, à minimum, on va vous demander d'avoir 30% du prix du bien qui va venir soit en apport, soit en placement dans les livres de la banque. Ça, c'est vraiment pour un crédit amortissable, c'est sûr. Il faut avoir conscience qu'il y a des barèmes spécifiques qui peuvent s'adapter parce qu'on ne parle pas aux mêmes interlocuteurs dans les banques quand on parle d'investissement pour des non-résidents que pour des clients résidents. Donc, parfois, on peut avoir des barèmes spécifiques. Et puis, ce qu'il faut, c'est effectivement s'armer de patience parce que Stéphane le dit, c'est juste. On a des solutions, mais ça peut être complexe et on peut avoir des durées qui sont un peu plus importantes dans l'analyse des dossiers des clients non résidents. Mais aujourd'hui, on a vraiment des solutions. On pourra évoquer quelques dossiers en particulier. Parfait. Allez, on a un cas d'école, Valentin, qui a 25 ans, qui est en Nouvelle-Zélande et qui c'est un jeune homme qui souhaite se lancer dans l'immobilier, français non résident, et elle dit « Je suis un peu perdu sur les démarches, quelles sont les étapes ?» Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à ce Valentin et pourquoi finalement il faut se faire accompagner?
Allez, je Oui. réponds. Oui, c'est normal d'être perdu parce qu'il y a une particularité avec l'immobilier, c'est que vous allez solliciter un grand nombre d'interlocuteurs. On va penser à son notaire, on va penser à son banquier, on va penser à l'agent immobilier, ensuite on va passer à l'agence qui va nous faire, enfin potentiellement au corps de métier qui vont nous faire les travaux et ensuite au gestionnaire. Donc c'est normal d'être perdu. Et en fait, en disant ça, ce que nous, on va proposer et pourquoi on accompagne nos clients et pourquoi les clients viennent nous chercher pour qu'ils les accompagnent, c'est parce que nous, on a ce rôle de chef d'orchestre. Et on va leur permettre d'avoir cet interlocuteur unique qui va faire le lien avec justement ces nombreux interlocuteurs. Donc, le prérequis, effectivement, c'est ça, c'est la force de notre accompagnement, c'est cette capacité à parler à tous ces interlocuteurs qui ont en plus des langages très différents de vous à nous. Dans quoi se lancer? Je dirais que la première chose, c'est effectivement, vous allez avoir tendance, et je le comprends, à aller investir sur un territoire que vous connaissez ou qu'on vous a recommandé. Je dirais que la première chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes dans un comportement opportuniste? Et donc, vous allez vous lancer dans quelque chose où vous dites, j'achète, c'est peut-être une ville qui est un peu risquée, mais ce n'est pas grave, j'ai ces capitaux disponibles, où je vais élever mon crédit, et puis je vais aller chercher la revalorisation. Si au contraire, vous êtes plutôt dans une assertivité au risque qui est différente, et là, je vais vous conseiller, acheter quelque chose de sûr. Mais la pierre, ça peut être sûr. Quand vous achetez du centre-ville avec des durées de mise en location qui sont hyper réduites, c'est facile d'arriver à construire quelque chose de simple. Donc, j'aurais tendance à vous dire, allez sur du simple au début, mais faites-vous accompagner même parce qu'à distance, même en étant local, nous, on accompagne des clients qui sont résidents français, mais qui ne peuvent pas, qui ne sont pas capables de répondre au locataire quand il appelle parce que le chauffe-eau a pété un samedi après-midi. Voilà. Alors, comment justement vous gérez la distance finalement? Parce que j'imagine que c'est une inquiétude, c'est une angoisse. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais j'achète un bien, mais comment est-ce que je vais le mettre en location? Comment ça va se passer effectivement quand le chauffe-eau va tomber en panne? Comment est-ce que, qu'est-ce que vous proposez déjà et comment vous gérez un petit peu ça à distance, Audrey? Alors, nous, déjà, il faut savoir, je le disais en prérequis, le groupe Cristal, même si on travaille historiquement, c'est notre métier historique, on travaille avec les expatriés, les non-résidents. La réalité, c'est que je vous l'ai dit, on a 20 agences françaises réparties dans les principales métropoles. Donc déjà, nous, quand on source de l'immobilier, donc moi, j'ai des équipes qui sont réparties à Lyon et à Montpellier, et c'est plus de 18 personnes qui vont travailler sur toute cette chaîne immobilière. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà… Malheureusement, alors, Audrey, Stéphane, oui, ça a coupé, Audrey, pardon. Ah, pardon, est-ce que c'est revenu? Je suis désolé, tu disais que vous aviez des agences, c'est bon, c'est revenu. Donc, on a des agences qui sont situées partout en France et ça va nous permettre, moi j'ai des équipes, plus de 18 personnes qui vont travailler sur toute cette chaîne immobilière et crédit. Et donc, en fait, il faut savoir qu'on se déplace énormément pour aller vérifier les fonciers des actifs qu'on va proposer à nos clients. Et si mon équipe ou moi, on ne peut pas se déplacer, eh bien, on va envoyer des personnes de nos agences dans nos principales métropoles et qui vont pouvoir justement aller vérifier la qualité des fonciers, la qualité des environnements. Ça, c'est le premier accompagnement qu'on fait. Et après, on a développé surtout un réseau en fait d'interlocuteurs où moi, je vais pouvoir vous mettre en contact avec un notaire qui signe tout à distance, tout en dématérialisé. Je vais pouvoir vous mettre en contact en fonction du lieu où vous intervenez avec des entreprises qui sont spécialisées dans la réalisation de travaux. Pouvoir vous mettre en contact avec des entreprises de gestion. Et l'intérêt d'utiliser notre réseau, c'est que tous ces partenaires, on les connaît, on les entretient sur le long terme. Ça nous permet d'avoir des relations de qualité et donc des attentes élevées pour répondre aux besoins de nos clients. Parfait, merci Audrey. Stéphane, est-ce que tu nous entends bien? Oui, juste en complément, j'ai petit souci de batterie, mais le point clé qu'a dit Audrey, c'est vraiment cette notion de A à Z. Et même quand on est dans le pays, même acheter dans sa même ville, suivre dans sa même ville, faire des visites, etc., c'est du temps. Alors au début, ça peut être amusant, mais rapidement, on se rend compte que ce temps, on ne l'utilise peut-être pas pour autre chose. Je ne parle pas que de loisirs, je parle de construction de son patrimoine. Donc finalement, qu'on soit en Nouvelle-Zélande comme la personne qui pose la question, ou même déjà sur place, on se rend compte que pour beaucoup de nos clients en mobilité internationale, à commencer par la France, là aussi, même quand ils achètent dans leur propre ville, confier aux bonnes personnes, comme l'a dit Audrey, du financement à la sélection, à l'accompagnement, à toute la finalisation. Puis une fois qu'on a acheté, c'est le début de l'aventure. Il faut gérer. Il faut, encore une fois, quel que soit le patrimoine qu'on ait acheté. Donc je crois que
C'est pas parce qu'on est en Nouvelle-Zélande, bien sûr, on est un peu plus éloigné. Il y a le décalage horaire, hein, je connais bien la situation. Donc, mais finalement, ça oblige à prendre plus rapidement les bonnes décisions. Et là, pour le coup, on n'a pas le temps d'aller faire un aller-retour pour faire une visite. Surtout si on est clair, on sait qu'on veut se bâtir un revenu ou une rente. Bien sûr, le bien qu'on veut habiter un jour ou pour ses vacances, on a plutôt besoin de se déplacer. Mais pour notre sujet d'aujourd'hui, dans l'investissement locatif, bah, qu'on soit en Nouvelle-Zélande ou en France, si j'ose dire, eh bien, les problématiques sont les mêmes et avoir ce service complet jusqu'à la gestion et le suivi dans le temps, pas uniquement en amont dans la sélection et comme l'a dit Audrey. Allez, les internautes, posez vos questions. On aborde les 10 dernières minutes de ce webinaire. Donc, posez vos questions à Audrey et Stéphane. C'est le moment. On a encore une petite dizaine de minutes ensemble. Il y a une question d'Audrey, une lectrice, du coup, une internaute, pas notre experte, qui parle de l'imposition, en fait, et qui dit qu'en est-il de l'imposition sur la plus-value immobilière dans le pays de résidence. En fait, elle dit, voilà, moi, je peux avoir des exonérations en France, mais est-ce que finalement, je ne vais pas être imposé fiscalement dans mon pays de résidence? Et comment ça se passe? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de généralité, que ça dépend des conventions fiscales. Je ne sais pas qui veut répondre. Audrey, peut-être? En fait, tout simplement, la réponse, tu viens de la donner, c'est qu'effectivement, il y a très souvent des conventions qui vont complètement encadrer tout et éviter, on va dire, ce qu'on appelle chez nous la double imposition. C'est-à-dire que ces conventions vont faire en sorte que seul le pays dans lequel le bien est, donc là en l'occurrence on parle d'investissement en France, génère de l'imposition. Je dirais que c'est le cas dans plus de 90% des cas des conventions que je connaisse. Maintenant, effectivement, ça va. Je pense que le mieux, c'est quand même de vérifier par rapport au pays de résidence d'Audrey. Et j'ajouterais peut-être deux points sur la question. Bien sûr, ça va dépendre du pays de résidence. Alors, on a rappelé, tout le monde le sait, mais encore une fois, 10-15 ans pour l'immobilier n'est pas une durée déraisonnable. Après, il peut y avoir des abattements, etc. Deux choses. Comme je le disais tout à l'heure, bâtir dans la durée, bâtir de l'immobilier qui va répondre à un besoin de long terme. Je pense que la retraite, le complément de revenus ou tout simplement la substitution de revenus est souvent un sujet à part entière. Donc là, je ne dis pas que la revente n'est pas possible. Et bien sûr, si on doit revendre, eh bien, je ne veux pas dire que c'est un bon problème d'avoir des plus-values, mais je ne vais pas m'empêcher de revendre parce que j'ai une plus-value. Bien sûr qu'on va l'optimiser, on va la regarder, mais pour l'investissement locatif, je bâtis une rente et souvent j'utilise le crédit, je me constitue mon immobilier pour en avoir un jour la jouissance et en percevoir les fruits quand ça sera une substitution. Si entre-temps je dois vendre pour des raisons personnelles, familiales ou parce que j'ai une très bonne opportunité, encore une fois, si je fais x2 ou x3 sur mon investissement immobilier, je ne vais pas forcément me... Enfin, la plus-value est un bon problème. C'est-à-dire, je vois aussi souvent parfois des clients qui attendent d'en avoir une et qui n'en ont jamais. Et inversement, ceux qui en ont une, qui attendent 10 ou 15 ans, qu'il n'y ait plus de fiscalité. La fiscalité doit être au service du projet patrimonial et ne doit pas m'empêcher. Même si je sais que c'est un sujet sensible, mais c'est aussi l'intérêt de l'appréhender dans sa globalité. Donc, voilà, la plus-value ne doit pas freiner, même si, encore une fois, on est sur un sujet d'immobilier de rapport. Donc, a priori, notre sujet d'aujourd'hui n'est pas de viser du x2, x3 sur des horizons courts. On ne parle pas de développement. Sinon, très souvent, on court un peu après des opportunités. Et puis, après plusieurs décennies, on se dit, bon, maintenant, il faut que je m'y mette parce que le temps passe. Alors, Audrey signale qu'elle est en Espagne et je crois que votre groupe est présent en Espagne. Oui, tout à fait. On a des bureaux à Barcelone et puis des personnes présentes à Madrid. Il me semble qu'en Espagne, alors je préférerais vérifier, mais effectivement, il me semble qu'en Espagne, il y a une particularité où effectivement, il y a quelque chose, il y a une rétention par rapport à des plus-values qui seraient générées en France. Mais je ne me rappelle plus du taux, mais je crois qu'effectivement, en Espagne, il peut y avoir une particularité. Ok, on va encourager Audrey à vous contacter très probablement pour pouvoir s'assurer de ça. Je vais d'ailleurs partager un petit visuel. Ah, c'est bon, c'est travers, mais je ne sais pas comment je pourrais le remettre à l'endroit. Je suis désolé. Bon, bah écoutez, les internautes, vous tournez un petit peu la tête et comme ça, vous voyez. J'avais pas vu, je suis désolé, j'avais pas vu que la diapositive que vous m'aviez envoyée était en vertical et pas en horizontal. On va peut-être aborder donc du coup
le mot de la fin. Audrey, j'aimerais bien que vous me racontiez, parce que vous travaillez beaucoup avec, et Stéphane aussi, bien sûr, hein, finalement, en longueur d'année, vous travaillez avec des Français de l'étranger, avec des non-résidents, donc vous les connaissez par cœur, vous connaissez par cœur leurs problématiques. Est-ce que vous avez… Ah bah magnifique, voilà, c'est dans le bon ordre. Bravo Audrey, moi je n'ai pas su faire. Est-ce que vous avez quelques success stories, quelques bons exemples à nous raconter, ou des choses qui pourraient marquer nos internautes qui assistent à ces webinaires? Ben oui, on peut en donner quelques-uns. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même des clients qui sont fidèles, donc c'est qu'ils doivent être satisfaits de notre expérience. Moi, j'aimerais bien vous donner des success stories, par exemple, en matière de crédit. Parce qu'on a vu, et vous devez le savoir, que le crédit pour les clients non résidents, c'est quand même pas facile. Donc, je peux vous donner un exemple d'un dossier qu'on a financé récemment, où là, en fait, on avait d'ailleurs, très concrètement, un client qui avait reçu de la part de sa propre banque un refus de financement. C'est un client qui voulait acheter sa résidence secondaire à la montagne. Ça va peut-être te parler comme dossier, Stéphane. C'est un beau budget, puisque là, on était sur une résidence secondaire de 2,6 millions pour une cliente résidente à Dubaï, et refus de financement de la banque du client. Eh bien, nous lui avons obtenu un crédit à hauteur de 110%, avec un apport seulement, entre guillemets, de 23 000 € qui correspondait aux frais de courtage, aux frais bancaires, et un financement mixte amortissable in fine, et l'ouverture d'un contrat luxe. Pour des choses plus simples, on a un client là à Bahreïn, où on a fait de l'acquisition pour un appartement en colocation pour un budget de 300 000 €, avec 100 000 € d'apport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent 30% d'apport est demandé à nos clients, et 200 000 € de financement amortissable sur 20 ans à un taux de 1,6%. Donc, on arrive à identifier les opportunités, on s'adapte au budget de nos clients et on va leur chercher des financements. Parce que quand même, en termes de création de patrimoine, je veux dire, c'est ça aussi l'intérêt d'aller chercher de l'immobilier dans votre patrimoine, c'est de le financer à crédit et d'aller chercher ce fameux effet de levier. Voilà, quelques exemples. Et puis, on a des exemples aussi encore plus compliqués. Tout à l'heure, on parlait des SCI et des clients non résidents. Moi, j'ai toujours tendance à dire attention, la seule exception, très souvent, c'est les clients qui sont US personnes. Je ne sais pas si on en a avec nous, si c'est le cas, je les salue. Mais un client US, nous, par exemple, c'est hyper compliqué à financer. Là, on l'a accompagné dans l'acquisition de sa résidence secondaire. Pareil, on était sur un budget frais inclus qui était presque à 1,4 million. On a réussi à aller chercher un crédit amortissable sur 1,1 million, le reste en apport. Donc voilà, on a des solutions et on vous accompagne vraiment tout au long de vos envies d'investissement immobilier. Parfait. Stéphane, toi qui es sur le terrain, qui est à Singapour, à Dubaï et ailleurs, pareil. Outre les exemples qu'a mentionné Audrey, alors je n'aime pas le terme crédit classique, ça ne veut rien dire, mais j'ai envie de dire la success story, c'est souvent ne pas sous-prêter son propre argent. Et souvent, on a fait sa négo, on a eu un taux très bas, mais on a bloqué sans s'en rendre compte, de manière implicite ou pas, plus de la moitié ou 100% de son épargne. Alors, ça ne me semble pas être forcément un bon calcul. Selon les profils, on a beaucoup de clients qui sont des entrepreneurs ou qui n'ont pas un statut dit salarié. Et il y a aussi des techniques de financement qui permettent, avec des banques privées sur certaines structures, là aussi de financer en France, voire à l'international. Donc la success story que j'ai vraiment envie de partager, c'est surtout une success story de bon sens. Ça, c'est un point commun à tous les âges, de 7 à 77 ans, le bon sens sont là. Il faut juste le retrouver, se poser un peu. Et on a son éducation, on a son parcours, mais en se posant un peu, très rapidement, les objectifs se simplifient. Bien les dissocier. Ne pas bloquer trop, encore une fois, garder de la marge de manœuvre. Je sais que jusqu'à peut-être 25, 35, 45 ans, eh bien, on voit le temps long. Et puis après, eh bien, dans sa deuxième partie de carrière, le temps se raccourcit. Mais là aussi, c'est mettre le temps au service de ma constitution de patrimoine, que ce soit pour des achats de résidences secondaires, comme l'a dit Audrey, que ce soit pour se créer des revenus complémentaires quand nous, on est sur plusieurs générations. Et quand nos clients nous disent, bien voilà, j'ai non seulement bâti une rente pour plus tard, pour ma retraite, ou parce que j'ai un autre projet, ou parce que je veux créer une entreprise. Et en plus, la dernière satisfaction, j'ai envie de dire, c'est profiter, jouir du patrimoine que l'on a créé, tout en préparant aussi la transmission sans se déposséder. Ça, c'est un autre thème, ça sera peut-être l'objet d'un autre webinar, mais là aussi, savoir qu'on a créé des revenus pour soi,
dont on va pouvoir profiter et les transférer, non seulement en optimisant en toute légalité des frais de succession, et en plus en évitant des conflits. Je crois qu'on a trop vu dans des familles, des héritages, où on se retrouve en indivision avec des biens qui finalement ne durent pas et où ne correspondent pas aux besoins. Là aussi, la satisfaction, elle se fait sur ce temps long, avant tout dans la jouissance et dans le fait de profiter de ce patrimoine, et aussi de savoir qu'on le transmet, si c'est le souhait, en tout cas conformément à ses vœux et en évitant des conflits. Et je suis toujours dans cette logique, bâtir, éviter de faire et défaire. Ça, c'est quelque chose que je veux partager aussi avec nos internautes. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous les deux. Audrey Marigliano, directrice immobilier et crédit du groupe Cristal Finance. Stéphane Battistella, directeur commercial de Cristal Finance. Merci, c'était un exposé passionnant sur comment investir dans l'immobilier en France depuis l'étranger. Merci à tous les internautes qui ont assisté à ce webinaire, qui ont posé leurs questions. Je pense que vous avez appris énormément de choses. Vous avez sur l'écran les contacts de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, évidemment, pour en savoir plus et rentrer dans le détail de vos projets. Que ce soit l'équipe immobilière ou l'équipe crédit, vous avez la vignette, la diapositive qui s'affiche et dans le bon sens. Merci. Et donc, voilà, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes. Donc, vous allez recevoir un mail avec le lien vers le replay. Donc, si vous n'avez pas assisté à tout, vous pourrez, ou si vous souhaitez le revoir, vous pouvez le revoir. Vous pouvez également le faire connaître. Il y aura un article dans le petitjournal.com la semaine prochaine avec également les vidéos embedées sur YouTube, donc très facilement partageables. Donc, vous verrez sur le petitjournal.com. On vous y attend évidemment comme chaque matin. Je vous remercie encore tous. Merci Audrey, merci Stéphane du groupe Cristal Finance. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Merci Audrey, merci Stéphane, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir, bonne fin de journée.